Alors, la question suivante, déterminer une base B de R3 dans laquelle la matrice de P est cette matrice diagonale. Pour un matheux, normalement, la première chose qui vient en tête, c'est mais est-ce que ça existe? Et donc, on comprend ici, c'est pas comme déterminer une base de l'image et du noyau où on applique une méthode et où finalement il n'y a pas de doute. IMP et KERP étaient des SEV d'espace de dimension finie, donc on peut trouver des bases. Ici, en vérité, là, ça pourrait ne pas exister finalement. C'est pas dit que si je prends une application au hasard, il existe une telle base. Et donc, quand l'objet qu'on demande de déterminer, finalement, il n'y avait rien d'évident concernant son existence, eh bien, on peut penser à des démonstrations analyse-synthèse. Trouver une base B, on va la chercher par analyse-synthèse en baptisant la base. Alors, il y a déjà un nom dans l'énoncé, mais en fait, on va baptiser le contenu de la base. Et c'est comme ça qu'on espère trouver des formules et avoir quelque chose qui fonctionne. Donc, j'applique le procédé. Je vais baptiser les variables que je cherche et je vais analyser ces variables. Je vais essayer vraiment de les cerner jusqu'à pouvoir les déclarer vraiment numériquement et précisément. Alors, déjà, par quoi je vais commencer? Eh bien, je sais que je cherche une base de R3, donc le cardinal de B, c'est 3. Donc, je cherche 3 objets que je baptise U1, U2, U3. Et désormais, je suis très concentrée sur U1, U2, U3. Ce sont ces variables-là que je veux cerner. Ce sont des triplés. Mon point de départ, c'est que ce qu'on me demande, c'est que la matrice de P dans la base soit diagonale. Et donc, je mets mes marges pour pouvoir lire plus facilement ce que ça veut dire. Et là, tout de suite avec les marges, on voit que ça veut dire que je cherche un triplet U1 tel que P de U1 égale U1. Vous voyez, on n'est plus dans les bases canoniques, donc il faut faire très attention à la correspondance. P de U1, c'est pas 1, 0, 0. P de U1, il lui correspond 1, 0, 0. Et donc, si on veut du égal, eh bien, il faut vraiment prendre le temps de lire P de U1 égale 1 fois U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3. Même chose pour P de U2. P de U2, il lui correspond la matrice colonne 0, 1, 0 dans la base B. Donc P de U2, vous devez comprendre que vous voulez P de U2 égale U2. Et P de U3, c'est 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3. Donc je veux U3 tel que P de U3 égale à 0, et là ça crée un réflexe. U3 va être dans le noyau. Et ça commence à me donner des idées. Donc je vais commencer par l'observation la plus facile. C'est que là, moi je pense avoir cerné une variable U3 qui peut marcher. Puisque P de U3 c'est le vecteur nul, eh bien U3 dans le noyau réflexe. Et donc dans ma synthèse, quand je vais déclarer vraiment U1, U2, U3 et vérifier que ça marche, je poserai U3 égale U qui est un vecteur non nul. Donc c'est pas incohérent qu'il fasse partie d'une base. Je passe au suivant. Donc j'ai dit que par correspondance matricielle, j'avais compris que je cherchais U1 tel que P de U1 égale U1 ou P de U2 égale U2. Donc première idée, faire un système. Par exemple, si je décide que U1 c'est X, Y, Z, j'écrirai ce que ça veut dire faire un système avec P de X, Y, Z égale X, Y, Z. Et puis j'essaierai de trouver deux solutions distinctes, de préférence pas collinéaires, parce qu'il faut que ça forme une base, tout ça à la fin. Donc je le résous, et ça me donnera l'idée de U1 et U2. On résout. On trouve U1, U2. Mais en maths, il y a aussi de l'instinct. Donc là, en fait, j'ai vu que il y avait un lien avec le noyau. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'image. Et en plus, on m'a fait montrer avant que P rond P égale P. Donc par instinct, moi, j'ai envie de voir si par hasard, U1 et U2, vecteurs de la base de IMP que j'ai trouvé tout à l'heure, ça pourrait pas le faire. Et donc, qu'est-ce que ça donne si j'explore un peu ma deuxième idée avant de me lancer dans un système parce que j'ai la flemme? Si je pose U1 égale P de E2 par instinct, P de U1, c'est P de P de E2, et ça, c'est P rond P de E2. P de P de E2, c'est l'exacte définition de P rond P. Et ça fait P de E2 car P rond P égale P. Donc ici,
Vous remplacez. Et P de E2, bah, c'est U1. Donc ça marche. Et ça, c'est l'instinct. Pour essayer de tout connecter et comment dire, c'est moins scolaire que poser un système. Et puis évidemment, si je pose U2 égale P de E3, bah, ça va fonctionner pareil. Et donc ça y est, j'ai cerné mes variables, j'ai des idées. Maintenant, je vais tout déclarer proprement en synthèse et je vais me contenter de vérifier si tout marche bien. C'est parti pour la synthèse. Je vais redéclarer cette fois mes variables et je vais vérifier si dans mon analyse, par hasard, j'ai rien oublié. Si tout est bien fondé, s'il reste des arguments à donner. Donc je redéclare U1, c'est P de E2, concrètement ça fait ce triplet. U2 c'est P de E3, c'est le triplet 0, 0, 1, et U3 c'est le vecteur U que j'avais choisi pour base de mon noyau, moins 1, 1, moins 2. Que dois-je vérifier? Eh bien, si je pose la famille U1, U2, U3, je dois montrer que c'est une base de R3. Et ça, en fait, rien dans mon analyse n'a permis de l'établir. Donc, vous voyez, on ne peut pas se passer de la synthèse. On reprend les choses dans l'ordre et on voit qu'il manquait des arguments. Pour montrer que ma famille est une base, eh bien de R3, puisque je connais la dimension de R3, j'ai choisi la méthode de famille libre maximale. C'est le plus simple. Hop, pardon, mais décidément. Voilà. Donc déjà, j'ai bien une famille de R3. Est-ce qu'elle est libre? Il n'y a rien d'évident, vous voyez, c'est pas échelonné en coordonnées, il y a 3 vecteurs. Si vous parlez de collinéarité, ça suffit pas. Donc là, moi j'ai posé le système. Je déclare mon système d'inconnu alpha, bêta, gamma. Et en fait, il se résout très facilement. En additionnant L1, L2, vous arrivez à alpha égale à 0, puis gamma, puis bêta. Donc votre famille est libre. Et donc elle est libre maximale. Et donc c'est une base de R3. Première vérif. La deuxième vérification à faire, c'est de montrer que si j'écris la matrice de P dans cette base, ça va bien faire la matrice demandée. Mais en fait, ça, on a déjà un peu argumenté dans l'analyse, donc on n'est pas obligé de tout reprendre. Dans notre analyse, on a vu que P de U1 égale U1 et P de U2 égale U2. Ça a déjà été prouvé, donc on n'a pas besoin de le refaire. Je reprends, je dis simplement que ça, je l'ai déjà argumenté, que P de U3 égale à 0, et donc j'ai aucun problème pour écrire la matrice de P dans la base B. P de U1, il lui correspond la matrice 1, 0, 0 dans cette configuration. P de U2, il lui correspond 0, 1, 0, et P de U3, il lui correspond 0, 0. Ainsi, B répond à la question. Voilà ce qui termine cet exercice. Bon courage et à bientôt.